À la base, c'est une blague, hein. Tous les mouvements sont créés à partir d'une problématique ou contre ou pour aider ou pour. Là, les sœurs, elles peuvent exister toujours, sans cesse. Même si on pourrait se dire que l'idéal, c'est qu'elles disparaissent parce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus de discrimination, qu'il n'y a plus de problématiques. Mais en même temps, apporter de la joie, elles pourront toujours être là. Pour ça. S'il devait rester qu'un vœu, au bout du compte, ce serait celui-là. Et celui-là, il pourrait toujours perdurer. Bonjour, je m'appelle Sœur Pandora du Sceau de l'Ange. Je suis sœur de la Perpétuelle Indulgence du Couvent de Paris. Dans le civil, je m'appelle Thierry Vuhu et je suis comédien. Être sœur de la Perpétuelle Indulgence, c'est peut-être, je sais pas, je pourrais définir ça en disant que c'est d'abord prononcer des vœux, notamment 2 vœux fondamentaux pour les sœurs de la Perpétuelle Indulgence, qui sont d'abord le premier qui est celui de promulguer la joie multiverselle, le second qui est d'expier la culpabilité stigmatisante, alors qu'il y a un vœu qui peut paraître un peu plus compliqué comme ça à aborder, mais qui est simplement de dire sois fier de ce que tu es, n'aie pas honte. Voilà. Après, être sœur, c'est porter des cornettes, évidemment, quand même. C'est un long trajet, c'est une envie de faire de la militance autrement. Bon, je dis de façon comme ça, je dis voilà que je suis une militante et parfois plus tendre que Milly, mais voilà, les deux s'associent, quoi. Être sœur, c'est se dire qu'on a envie de sortir de soi et d'aller vers les autres, et aussi de recevoir des autres, parce que ces fameuses cornettes sont comme des grandes oreilles qui sont là pour écouter, entendre tout ce qui ne peut pas être dit ou qui ne pourrait se dire que justement avec bienveillance et indulgence. Le credo des sœurs, c'est d'être perpétuellement indulgente. On est face à nos semblables, des lieux identitaires, mais tu trouves pas forcément quelqu'un pour dire écoute, là ce soir j'ai ça dans la tête, qu'est-ce que... Non, et la sœur arrive au bon moment. Alors bon, elle n'est pas toujours là, mais quand elle peut être là, c'est bien. Mais moi je dis souvent aux gens qui nous disent ça, c'est formidable, vous êtes là, on peut vous parler, tout ça, je dis mais vous savez, vous aussi, vous pouvez écouter. Vous aussi, vous pouvez recevoir des paroles. Évidemment, ça sera peut-être pas forcément de la même façon, mais ayez confiance aussi dans votre capacité d'écoute. Bon, le soi-disant super pouvoir de la sœur, j'ai envie de le partager, j'ai envie de dire bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir les cornettes. Bon, c'est sûr que j'aime bien, mais c'est aussi donner de la confiance aux gens, leur faire prendre conscience qu'ils sont aussi qu'ils sont forts, quoi. Que notre force de sœur, elle est aussi la leur, quoi. Donc oui, des confessions, oui, il y en a des difficiles, il y en a il y a aussi des jolies choses, hein, il y a aussi des choses qui sont toutes simples. Et on sait pas, quelqu'un te vient vers toi et te dit un truc comme ça, soit ça peut durer, ça peut être 1 heure, comme ça peut être 30 secondes, une confession. Après, on a besoin parfois, nous aussi, d'aller voir notre sœur copine, là où je viens d'en prendre un gros paquet. Voilà, on a besoin aussi de nous entre nous. C'est aussi ça, hein, on est solidaires les unes des autres, hein, les sœurs. Même si on s'aime, on n'est pas forcé de s'aimer du tout, hein. Je veux dire, moi il y a des gens chez les sœurs, jamais dans la vie je les aurais croisés, et si je les avais croisés, jamais j'aurais vécu quoi que ce soit avec eux. Là il y a nos vœux qui nous unissent, et quoi que je puisse penser de cette sœur, de l'individu qu'elle est ma sœur. Et je sais que je peux compter sur elle. Les sœurs, c'est un mouvement qui existe depuis super longtemps, hein, finalement. Hein. Elles sont nées à San Francisco, hein, en 79, à Pâques 79, dans le quartier de Castro, qui est le quartier gay de San Francisco. Et à l'époque, il y avait 4 copains qui avaient... alors bon, c'est comme toutes les histoires, hein, il y a
des choses qui ont été réécrites ou redites ou refaites. Mais bon, moi, la légende qui me plaît, c'est de dire que ces 4 mecs qui sont sortis dans les rues de San Francisco avec des habits de sœurs, des vrais habits de sœurs. Par la suite, elles ont pris aussi des mitraillettes de jouets, des jouets d'enfants qu'elles avaient peintes en rose. Et elles ont dit, on vient pas seulement tuer l'homophobie qu'on subit de la part de la société, mais aussi l'homophobie interne. C'est-à-dire qu'à l'époque, 79, à San Francisco, c'était très macho. Tous les mecs PD étaient moustache, cuir. Il y avait un look comme ça, assez masculin finalement, et qui... ce qui fait que tout ce qui était un peu à la marge, c'est-à-dire les folles, les sissis, les mecs qui étaient aussi pédés mais pas dans le cadre, étaient aussi rejetés par leur propre communauté finalement. Il y avait aussi cette volonté de dire si on veut revendiquer des droits et obtenir des choses, il faut qu'on soit unis ensemble. C'est un acte fondateur, quoi. Au départ, elles n'étaient pas maquillées, elles étaient avec des vrais habits de nonnes, hein, vraiment des tenues. Et puis voilà, les choses ont évolué, le maquillage blanc est arrivé, notamment, qui est vraiment le symbole des sœurs aussi, c'est la white face, c'est-à-dire que c'est le masque blanc du clown. Tu parles à quelqu'un qui est ton semblable, mais en même temps, tu sais pas qui c'est, et ça facilite la parole, quoi. Et l'extravagance et la visibilité, puisque c'était aussi, ça c'est évidemment aussi un des credos des sœurs, c'est revendiquer la visibilité et de le faire de façon provocante, radicale, avec une certaine hystérie, pour affirmer les choses, quoi. Pour dire oui, sois fier de ta différence, quelle qu'elle soit, et tu peux la vivre comme tu l'entends. En 90, les sœurs à Paris, quand elles sont nées, on était en plein sida, on était en pleine épidémie, au moment dur de l'épidémie où les gens étaient vraiment la communauté gay en tout cas était très très touchée. Donc effectivement, les sœurs sont arrivées, en tout cas en France, avec ce contexte-là qui était pas anodin du tout, bien au contraire. Et les premières sœurs ont été vraiment là pour la lutte contre le sida et aussi pour le soutien avec les personnes concernées. Ça a évidemment influé sur leur mode d'action, sur leurs paroles, sur leur façon d'interagir avec la communauté. Le nom des sœurs, d'ailleurs, à cette époque-là aussi, peut être révélateur, hein. Il y avait Sœur Lacryma, les choses ont changé, évidemment. Aujourd'hui, en 2022, on n'est plus du tout aux mêmes endroits. Mais par contre, les combats des sœurs, ils restent toujours les mêmes, hein. Je veux dire, c'est la visibilité, c'est l'acceptation, c'est la joie, quel que soit le contexte. Et on en a toujours besoin. Et oui, je trouve que c'est un des atouts les plus forts des sœurs, puisque tu vois une sœur dans la rue, que tu saches ou pas qu'est-ce que c'est, qui c'est, d'où elle vient et pourquoi elle est là, t'as la banane, quoi. C'est joyeux, c'est beau, c'est très coloré, c'est exubérant. Voilà, c'est vraiment la porte d'entrée, quoi. Moi, je suis comédien. Alors ça a été aussi effectivement une de mes interrogations pour être sœur. Quand je les ai connus en 90, pour moi, c'était du théâtre. Et donc c'était comme proche donc j'avais le sentiment aussi de me dire écoute, moi le théâtre je sais ce que c'est, enfin on est un personnage, évidemment quand je suis sœur Pandora je suis un personnage, mais la différence vraiment fondamentale avec le théâtre, et ça pour moi ça a été vraiment une révélation quand même, c'est que à la différence de mon métier où j'interprète des rôles qui ont été écrits et je suis finalement le réceptacle d'une parole que je transmets, où j'essaie d'incarner, là c'est moi qui ai tout créé. Et ça, c'est assez jouissif, hein. On a tous envie, je pense, à un moment ou à un autre dans sa vie, et d'être quelqu'un d'autre, ou de changer quelque chose de soi, ou de transformer quelque chose. Et les sœurs permettent ça. Enfin, en tout cas, moi, je sais que de pouvoir aboutir à créer quelque chose, et à me transformer, et à devenir quelqu'un d'autre, qui est en même temps moi, c'est vraiment... moi, je le souhaite à tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde d'être sur un plateau de théâtre. Et je pense que la sœur, c'est aussi de cet ordre-là. Ça fait du bien. Moi, je fais pas les choses que pour les autres, hein. Jamais, hein. J'ai toujours commencé par c'est moi. Faut d'abord que ça m'apporte quelque chose à moi. Sinon, l'altruisme pour rien, j'y crois pas une seconde. Enfin, pour moi, c'est de la fumisterie. Enfin, je veux dire, c'est parce que ça m'apporte quelque chose que je peux rendre, que je peux redonner. Et l'amour que je reçois des gens que je croise, c'est ça qui me porte.
En tant que sœur, on en reçoit énormément. Et ça, ça fait du bien, quoi. Je veux dire, on est dans un endroit de reconnaissance. On a toujours besoin de ça. Et la sœur permet ça. Il faut parfois être prudent parce qu'il ne faut pas non plus ne compter que sur la sœur pour exister. Ça commence par une lettre, ce qu'on appelle la lettre de postulance, où on va demander à la personne qui a envie de nous rencontrer et de faire partir de l'ordre, d'écrire et de donner ses motivations, de dire d'où il vient, qu'est-ce qu'il pense que le couvent peut lui apporter, qu'est-ce qu'il pense pouvoir apporter au couvent. Pour moi, cette lettre, c'est peut-être finalement le premier geste de sœur. Évidemment, à ce stade-là, on n'est pas du tout sœurs, mais c'est quand même le premier geste inaugural, puisque déjà écrire cette lettre, c'est une démarche importante pour la personne qui le fait. On fait pas ça par hasard ou sur un coin de table. Je veux dire, les gens qui écrivent, c'est lié à un temps de réflexion, c'est lié à une démarche, c'est lié à un parcours. C'est la première pierre posée pour devenir sœur. On reçoit cette lettre au couvent, elle est lue par toutes les sœurs, et en fonction de la lettre, on se dit, tiens, oui, cette personne, il faut qu'on la rencontre. Et là, de façon totalement subjective, on va lui poser quelques questions, on va lui demander de lire sa lettre de postulance, et on va lui demander de lui poser des questions. Et donc voilà, après cette rencontre, on va décider de façon toujours subjective, évidemment. Il n'y a pas de grille, on coche pas des cases sur... et on va dire oui, on te propose d'entrer dans le couvent en tant que postulante. Tu vas donc être marrainée, il va y avoir une sœur qui sera ta marraine, qui va donc te suivre dans ton parcours, qui sera ta référente. Toutes les autres sœurs sont là aussi autour de toi, mais tu auras comme ça un point plus fixe qui sera ta marraine. Voilà commence le parcours de la postulante qui au départ est en observatrice, va voir ce que c'est d'être sœur, qui va venir au maquillage avec nous, qui va nous accompagner sur l'action. Nous accompagnons comme postulante, mais qui n'a pas, entre guillemets, de rôle dans l'association en tant que telle, en tant que personnage. En tout cas, il n'y a pas de maquillage. Elle peut éventuellement être, identifiée par un badge, mais ça reste de l'observation. Et de la connaissance aussi de l'histoire du couvent, de l'histoire des sœurs, de rencontrer les autres sœurs. C'est tout un moment de partage, d'échange pour cette postulante qui ensuite, au bout d'un temps X, il n'y a pas de règle, on va pas dire t'as fait tes 2 mois, 3 mois, 6 mois. La marraine va estimer qu'elle est prête à devenir novice. Et novice, ça veut dire qu'elle va porter le voile, qu'elle va s'habiller, qu'elle va se maquiller, qu'elle va avoir un premier nom, qui sera son futur nom de sœur, mais en tout cas qui est le début de son nom, et qui va donc pouvoir commencer à avoir une interaction avec le public, avec les gens qu'on rencontre, et participer et organiser des actions. Voilà, c'est la deuxième étape. La dernière étape, mais qui est finalement la première, c'est d'avoir les cornettes. Parce que tout ça, on fait ça pour avoir les cornettes sur la tête, mais on pense qu'une fois qu'on a les cornettes, c'est fini, mais pas du tout. C'est là où tout commence. On a les cornettes, c'est une chose, oui, ça veut dire qu'on a traversé un certain nombre de choses et qu'on est apte, entre guillemets, à pouvoir recevoir, entendre une parole, à pouvoir guider des gens, à pouvoir gérer des émotions. Mais en même temps, c'est là que ça commence, quoi. Parce que tant qu'on était en postulant ou en novice, finalement, c'était plus léger, quoi. Sœur, voilà, on a le truc sur la tête, quoi. Donc... faut assurer. La sœur, c'est tout. La sœur, c'est un clown. Les gens qui nous croisent dans la rue, ils nous disent c'est quoi, c'est le carnaval, vous êtes une drague, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes une sœur, vous êtes quoi? Choisis. C'est toi qui m'en regardes, c'est toi qui choisis.
Moi j'aime bien justement cette ambiguïté, ce fait que oui, on vient là, on a quelque chose de la drag queen. Après, on n'est pas drag queen parce qu'on est moins sophistiqué. Encore que, il y a des sœurs qui sont ultra sophistiquées dans leur maquillage, dans leur habit, dans leur façon d'être. Oui, on est la même, on est cousines. On est cousines. Bon, je suis pas, on n'est pas des bécassines, hein, mais on est quand même cousines. Les drags nous aiment beaucoup, hein. La Paloma qui vient de gagner le Drag Race France, elle adore les sœurs. Il y a évidemment on fait partie de la même communauté. Je veux dire, faut pas oublier que c'est quand même les travelots et les drags qui à Stonewall en 69 dans le fameux bar de New York où il y a eu les premières émeutes. Enfin, c'était les drags et les travelots qui étaient en première ligne avec leurs talons pour taper sur les flics, quoi. On a beau dire c'est une mauvaise image, les folles et les plumes, n'empêche que c'est les folles et les plumes qui font que soudain il y a un focus qui se fait sur l'événement et sur les choses. Pareil pour les marches, hein. Ce truc récurrent, c'est une mauvaise image, la communauté, machin, bidule, on veut être comme tout le monde. Mais n'empêche que si on a parlé des marches, si les télés elles sont penchées elles ont mis leur caméra, c'est parce qu'il y avait des plumes. Et des créatures. Ça, c'est quelque chose que moi, je revendique très fort. Et c'est pour ça que, oui, j'ai envie qu'on me regarde, j'ai envie de dire aux gens, ça vous fait quoi de me voir, quoi? Ça vous plaît pas? Qu'est-ce que tu te dis quand tu me vois? Qu'est-ce que ça te fait? Et cette question-là, cette interrogation-là, elle existe parce que je suis sœur. Si je suis face à quelqu'un, moi, non, je le percute pas de la même façon du tout, quoi. C'est une super puissance d'être sœur, hein. C'est clair, on peut tout se permettre. Tu peux tout dire, tu peux tout faire. Moi, c'est évident qu'en garçon, j'ai beaucoup moins de succès qu'en sœur. Tu vois, auprès de garçons que je trouve tout à fait agréable à regarder. En tant que sœur, je peux très facilement les aborder. C'est même au contraire, ils attendent ça. Voilà, tu peux pas rêver mieux, quoi. Tu vois, on parlait des pompiers tout à l'heure. Je veux dire, moi en sœur, les pompiers, j'y vais direct. Tu vois, les voir. Il y a aucun souci. C'est très simple. En garçon, ça serait plus compliqué. Oui, enfin, je parle beaucoup, hein, faut faire gaffe. Hein. C'est bon, après je monte. Ah, tu montes quoi? Tu montes comment? Attends, j'aurais savoir, parce que ça, moi, ça m'intéresse. Hein. Non, mais là, moi, je vais avoir droit de regard, hein, quand même. Hein. Sur le montage, évidemment. Merci à Thierry Vuhu, dit sœur Pandora du Saut de l'Ange, sœur de la perpétuelle indulgence du couvent de Paris, l'un des 9 couvents en France et des 84 dans le monde. Plus d'infos sur le site lessœurs.org. Propos recueillis par Abel Bargaud, musique de Raphaël Crux, Joachim Carud, Statusk et Erling. Pandora, un podcast natif de la série LGBTQI+, de Sédition, sédition au pluriel.fr.